et la mise en application de sa devise Harambee en avant. Le paysage institutionnel du Tanganyika indépendant se rapproche de celui du Kenya avec toutefois une différence non négligeable. Dans ce pays, la TANU, Tanganyika African Nationalist Union, le parti du leader historique Julius Nyerere, est à ce point dominant qu'il en acquiert de facto le statut de parti unique. In our own case here, it's going to be a question of having a choice to put people in power and take them out. And this is not going to be exercised by our people, this right. As long as they are going to, it's going to be TANU, the dominant party, versus some silly thing calling itself a party whose candidate has no chance at all. It has to be between a party, a TANU candidate and another TANU candidate. This is the only way we are going to have an election in this country. Au Ghana, il ne faut pas plus de 6 ans au président Kwame Nkrumah, figure tutélaire des indépendances africaines, pour adopter lui aussi le système du parti unique. La situation économique du pays n'est pas bonne, affaiblie par l'effondrement des cours du cacao. Les grands travaux du président, et notamment le barrage d'Akosombo, lui sont reprochés par une partie de la population dont les conditions de vie se dégradent. Certains y voient l'expression d'un culte de la personnalité qui n'est plus d'actualité. Après que leur leader ait échappé à plusieurs attentats dont l'un aurait pu lui être fatal, les Ghanéens ne peuvent que constater le durcissement de la surveillance policière dont ils sont les premières victimes. En 1966, c'est un coup d'État militaire qui renverse Nkrumah. La statue de Logassiefo, le rédempteur et père de la nation, est déboulonnée. Majoritairement, son peuple ne le soutient plus. Il lui reproche d'être le valet de Moscou et de Pékin et oublie que leur illustre compatriote aura été des années durant le plus convaincu et le plus éloquent des leaders de l'unité africaine. On pouvait expliquer le parti unique les premières années de l'indépendance, mais quand les crises politiques ont commencé à apparaître et que ces crises politiques est le reflet de divergences de points de vue d'intérêt, ça veut dire qu'il y avait de l'espace pour créer, de laisser se créer d'autres partis politiques. C'est ça qui ne s'est pas produit et c'est ça qui s'est traduit par j'allais dire, c'est ça qui a aiguisé les contradictions et ça conduit au coup d'État militaire parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité de changer de régime. Et les coups d'État militaires, c'était une tragédie. Parce que en Afrique, entre 1956 et l'an 2001, il y avait plus de 180 coups d'État et ça continue malheureusement encore. Ça veut dire que chaque fois que l'expression plurielle est bloquée, que l'État, la perspective de l'État de droit n'existe pas, il faut s'attendre en ce moment qu'il y ait des coups d'État et les coups d'État ne sont pas des solutions, surtout si ces coups d'État interviennent et que ceux qui le font s'inscrivent dans la dynamique de la culture unique et du parti unique. Il en est ainsi au Mali, où un autre leader historique, le marxiste Modibo Keïta, est renversé en 1968 par le lieutenant Moussa Traoré, un ancien instructeur des mouvements de libération au Tanganyika. Au prétexte toujours avancé par les militaires que la classe politique civile est incompétente, corrompue et qu'elle affame son peuple, avec l'argument récurrent que leur passage au pouvoir ne peut être qu'éphémère, le temps de remettre de l'ordre dans la maison. Quand il y a eu le coup d'État, il y a eu un acte fondamental qui était un peu la Constitution, qui
bien sûr, proclamait le multipartisme. Mais le premier geste des militaires, dès qu'on est sorti de cette phase qui devait durer 1 an, mais qui a duré presque 2 décennies, ça a été de revenir à l'esprit du parti unique, mais de façon plus draconienne. Le Bénin a eu pendant un certain temps le premier prix des coups d'État. À quoi cela était-il dû? Les militaires dahoméens, béninois, se sont assez longtemps tenus dans le devoir. Le premier coup d'État militaire au Dahomey n'était pas un coup d'État. Toujours est-il qu'en 1963, le président Hubert Maga est débarqué par son conseiller militaire Christophe Soglo. Vous savez que les militaires ne font pas de politique. S'ils interviennent, c'est parce que les civils n'ont pas pu gérer sainement les affaires de l'État. Et alors, appelés par le peuple, ils sont obligés d'intervenir pour remettre de l'ordre dans le pays. Devenu président, Soglo est à son tour renversé par d'autres militaires qui proposeront à plusieurs reprises au ministre Émile Derlin-Zinsou d'accéder au pouvoir suprême. Zinsou finira par accepter. J'ai passé une nuit à réfléchir. Mais entre-temps, le soir à 20h, avant d'attendre ma réponse, la radio nationale a annoncé que les militaires avaient décidé de me passer la main et que j'étais président pour 5 ans. Voilà. Là, je n'ai plus de coup. Et le lendemain matin, téléphone, télégramme de partout, bravo, félicitations, de partout. Je dis quoi, moi, démocrate, je vais me faire adober par des militaires. Et je vais être président sans que le peuple ait son mot à dire. Ça va aller malade, c'est pas possible. Et il m'est venu à l'esprit, dire non, ça n'était plus possible. Dire oui me paraissait inacceptable. Et je me suis dit, bon, je vais m'en référer au peuple. Je vais demander un référendum. Mais si je l'annonce, on fera tout pour m'en dissuader. Et c'est le jour de l'investiture que j'ai annoncé publiquement. Aujourd'hui même, je décide qu'il y aura un référendum. Pendant 1 minute, ça a été un silence de mort. Et les militaires, ils l'ont mal pris, parce que je n'ai prévenu personne. Personne. Mais certains militaires moins loyaux considèrent que l'exercice du pouvoir leur revient de droit. Et à peine 1 an après son accession à la présidence de la République, un coup d'État renverse Zinsou qui échappe de peu à la mort. Ils se sont emparés de moi. J'allais au bureau, il y a un groupe de soldats qui est venu, qui m'a cerné lorsque j'arrivais au bureau. J'ai eu beaucoup de chance, une fois de plus dans ma vie. C'est que la jeep des agresseurs armés arrivait d'un côté d'un portail, moi j'arrivais d'un autre portail, on s'est trouvé nez à nez au perron du palais, parce que j'habitais chez moi. S'ils avaient attendu que je sorte de la voiture avant de tirer, ils m'auraient tué. Mais dès que la voiture est, ils ont commencé à mitrailler la voiture. Ma voiture, qui était une idée, a 11 impacts de balles. Les anciennes colonies françaises n'ont pas le monopole des coups d'État militaires. Au Nigeria, par exemple, le pays le plus peuplé d'Afrique, le général Ironsi inaugure en 1966 une série de coups d'État qui vont se succéder à un rythme soutenu. Ironsi est un Igbo, l'ethnie dominante du sud-est nigérian. Il supprime la structure fédérale mise en place par le colonisateur britannique et concentre tous les pouvoirs dans son gouvernement à dominante Igbo. Les représailles ne se font pas attendre. Mille Igbos sont assassinés et un autre militaire, Yakuba Gowon, renverse Ironsi. Ces événements contiennent en germe le drame du Biafra. En 1967, les Igbos, forts du développement économique de leur région et stimulés par la découverte de gisements pétrolifères, créent l'État du Biafra et font sécession.
Leur leader, le colonel Ojukwu, s'apprête à faire face à l'inévitable guerre civile. If civil war comes, and I do think it is imminent, you're quite right, it will for us be the price of freedom. Our people here have for a long time been prepared for this eventuality, and I am confident of their readiness. I think that when it does come, the people on the other side would be surprised as to what they're going to get. And I'm confident that it will not last long. Bien au contraire, la guerre sera longue, 3 ans. Elle sera longue et particulièrement meurtrière. Cette guerre qui ne veut pas dire son nom. It is definitely a police action, not a civil war. We're trying to, crush a rebellion. Just trying to crush a rebellion and restore the country to its normal self. This fight is, as I say, for keeping the country together, to keep this country as one united country. Rétablir la structure fédérale du pays sans doute, mais il s'agit tout autant pour Gowon de reprendre possession de la richesse en pétrole du Biafra. Now I know that Ojukwu and his diehards, they are desperate people to a point of madness, and I'm quite convinced if it gets to the point whereby they think they are losing, that they have lost everything, they probably will go to that sort of scorched earth policy. The civil war for me was immoral. La guerre civile était pour moi complètement immorale. Elle n'était en rien justifiée. Elle avait été engagée par le pouvoir fédéral contre le Biafra sécessionniste. Mais qui étaient les Biafrais? Essentiellement des Igbo, qui avaient déjà subi 2 vagues de massacres. On les harcelait partout dans le pays. On les obligeait à quitter des régions où ils avaient autrefois connu la sécurité. Pour moi, la sécession du Biafra était une erreur politique. Les Biafrais auraient dû comprendre, compte tenu du contexte politique international de l'époque, qu'ils obtiendraient très peu de soutien. À mon avis, oui, c'était une décision purement tactique et une mauvaise décision. Mais ce n'était pas immoral politiquement parlant. Les Biafrais avaient toutes les raisons de réagir pour protéger les leurs. Seulement, leur méthode n'était pas la bonne. Alors j'ai écrit des articles critiquant le gouvernement fédéral d'être parti en guerre contre un peuple qui avait déjà souffert tant d'humiliations. Nous avons essayé de former ce que nous appelions une troisième force. Nous voulions mettre fin aux dissensions entre le Biafra et la Fédération en créant une troisième entité, une troisième force.